espace vital. Et je fais remarquer ça. Tout le monde veut son espace vital. Et quand notre voisin mord un petit peu sur notre espace vital, qu'on soit en voiture, à la maison, dans son appartement, etc., immédiatement, nous développons vis-à-vis de lui une forme d'agressivité qui peut être extrêmement forte. Alors pour cela que cela pourrait faire sursauter, en exergue de quelque chose de nous, d'un nazi, vous citez cette phrase d'Adolf Hitler dans Mein Kampf, « Seul un espace vital suffise sur cette terre peut garantir à un peuple sa liberté d'existence. » Ah oui. Mais c'est bien d'attaquer Hitler, mais il y a eu des milliers, oui. Des centaines de milliers qui étaient aussi de son avis. C'est bien justement parce que j'ai peur, je crains que nous ne finissions dans des guerres qui seraient au moins aussi ravageuses et probablement beaucoup plus que la Deuxième Guerre mondiale, que nous finissions dans la Troisième Guerre mondiale, que je dis, nous devons savoir ce qu'il y a en nous. Nous devons savoir comment nous réagissons, parce que si nous sommes incapables de réfléchir sur notre vraie nature, nous ne prendrons jamais les résolutions, et encore plus, nous ne commencerons jamais à agir dans l'optique qui nous permettrait de nous sauver. En plus d'être salauds, nous serions donc complices ? Nous voulons surtout pas voir ce qui en nous est destructeur vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de notre propre espèce. Je m'élève fortement dans ce livre contre la tendance qui consiste à dire Hitler était un monstre, il n'était pas humain, les nazis n'étaient pas humains, les massacreurs au Cambodge n'étaient pas humains, les gens qui tenaient le goulag n'étaient pas humains, les gens qui ont massacré au Rwanda n'étaient pas humains, mais qui était humain? Les massacres se produisent partout, je l'ai dit tout à l'heure, depuis la guerre de Troie, on passait au fil de l'épée tous les gens de la cité qu'on avait conquise, il n'y avait pas un seul survivant, on continue à le faire maintenant, on n'a pas progressé d'un iota depuis qu'on fait des guerres, on est toujours capable d'exterminer totalement l'ennemi et on le fait quand on le veut, et ça je dis, c'est la pulsion du territoire. Alors effectivement, en nous avons Hitler, Hitler n'était pas humain, c'est une phrase que je ne comprends pas. Hitler était trop humain. Il a obéi jusqu'au bout à des pulsions que nous avons tous. Alors cette pulsion du territoire, c'est une des grandes pulsions, avec la pulsion du sexe, mais il y en a une autre qui est aussi une pulsion qui est de caractère très nazi, c'est la pulsion de la hiérarchie. C'est ce que Nietzsche, qui est un inspirateur de certaines idéologies nazies, appelle la volonté de puissance. Alors en éthologie, en étude des animaux, c'est l'établissement de la hiérarchie au sein d'une société. Tous les membres d'une société, mâles ou femelles, s'établissent en hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des individus dominés, des individus dominants, et nous essayons tous de dominer les autres. Alors ça se traduit au niveau individuel. Au sein d'une entreprise, nous essayons de dominer notre concurrent. Vous allez être détesté. Mais peut-être, mais il faut savoir ce que nous avons en nous. C'est pour ça que j'ai dit, il y a quelque chose en nous d'un peu nazi, c'est ça. C'est cette volonté de puissance, c'est cette volonté de territoire qui nous fait réagir de façon extrêmement agressive envers nos contemporains. Et si nous ne comprenons pas que les nazis étaient des gens cultivés qui aimaient la musique de Mozart, qui aimaient la musique de Beethoven, bon, mais qui ont quand même exterminé 6 millions de personnes, simplement parce qu'elles étaient juives, et bien d'autres centaines de milliers parce qu'elles étaient tziganes ou autres. Si nous ne comprenons pas que nous sommes tous capables de faire ça un jour ou l'autre, eh bien jamais nous nous en sortirons. Permettez-moi de vous dire que sans méjuger et sans sous-estimer, mais c'est le passé. Non. C'est toujours comme ça. On dit toujours c'est le passé. Mais c'est pas vrai que c'est le passé. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on disait il y aura plus jamais la première où les gens s'étaient entretués dans les tranchées en s'envoyant des gaz de combat. On disait c'est inhumain, toujours c'est inhumain. Non, c'est pas inhumain. Aucune espèce animale ne fait ça. Seule l'humanité est capable d'autant de cruauté envers elle-même. Bon, il faut quand même le savoir. On disait on ne passera jamais plus toute une population d'une cité au fil de l'épée comme c'était la tradition dans les guerres grecques. Mais si, on continue à le faire. On tue tout le monde. L'épuration ethnique, c'est ni plus ni moins que ce que faisaient les Grecs. On continue à le faire. Ça va recommencer où, j'en sais rien. Mais ça va recommencer, bien entendu. Les nazis ont fait ce que faisaient d'autres. Alors évidemment, après il y a des degrés. Historiquement, on est plus ou moins cruel. Il y a des guerres qui sont un peu moins cruelles que d'autres, même si ceux qui meurent et ceux qui sont passés, voilà, ceux-là, c'est pareil pour eux. Mais bon, elles sont plus ou moins cruelles. Mais c'est vrai qu'il y a
des folies encore plus folles que les autres, mais c'est pas des folies indépendantes de notre nature, c'est des folies qui sont dans la logique de notre nature. Et si on veut les éviter, la solution, c'est pas de dire c'est le passé, c'est pas de dire ces gens-là ne sont pas humains. Au contraire, c'est de dire c'est le présent. On est toujours capable de le faire, on le refera. Et puis, c'est pas du tout inhumain, c'est quelque chose qu'on porte en nous. Et on ne peut pas continuer à faire semblant de dire que tout le monde est un petit saint. Et puis se dire, oh là, ah ben oui, au Rwanda quand même, ils ont fait à peu près comme les nazis. Et puis au Cambodge, quand même, sous prétexte d'instituer une société plus juste, ils ont tué le tiers de leur population, comme ça. Ah ben oui, mais c'est hier, et puis demain, ça sera pas. Mais si, demain, ça sera la même chose. On sera demain capable de faire ce qu'on a fait hier, peut-être encore en pire d'ailleurs. Hein, on n'a peut-être pas vu le pire. Il n'y a pas d'autres nouvelles plus encourageantes. Quand je vous écoute, je me dis, mais cet homme au fond a raison. Mais je n'ai pas à prendre parti pour ou contre, mais vous avez une lucidité qui me semble effrayante. Je me pose la question, comment allez-vous faire pour que ce message soit entendu via les médias qui véhiculent ce genre de nouvelles terrifiantes? Ou alors il y a du sadomasochisme. Oui, mais en même temps, il y a un côté, là, j'ai mon côté philosophe, qui consiste à dire, si je suis convaincu de quelque chose, je dois l'expliquer et je dois le dire. Si ça fait pas plaisir, tant pis, je m'en fous. Hein, vous avez raison. Je dis ce que je pense, oui. Et puis, comme disait Marx, dans le Capital, il avait cité en exergue la phrase Dixi et salvavi animam meam, j'ai dit et j'ai sauvé mon âme. C'est le propre du philosophe, c'est ça, c'est de dire. Et puis bon, une fois que j'ai dit, j'ai fait mon devoir. Vous n'en êtes pas à penser après moi le déluge. Non, au contraire, c'est bien parce que je veux qu'après moi l'humanité puisse survivre, que je dis les choses telles que je les pense en tant que philosophe, mais aussi avec une autre idée qui est une idée un peu médicale en quelque sorte. On peut aussi, quand on est gravement malade, adopter la politique du divertissement, c'est-à-dire penser à autre chose. On peut très bien dire, non, après tout, je veux pas le savoir, tant pis, c'est comme ça. Non, c'est pas un cancer, c'est pas la menace d'un infarctus, etc. Bon, je continue à vivre comme j'étais. On peut le faire, mais mon côté un peu médical me dit que pour un individu comme pour une espèce, si on veut vraiment arriver à tenter la guérison, à tenter le traitement, il faut qu'à un moment ou à un autre. Et moi, il me semble que le moment est venu pour l'humanité, si on parle d'elle en tant qu'espèce malade, le moment est venu de dire, maintenant, il faut quand même regarder la réalité en face. Si vous voulez que le traitement qu'on vous propose éventuellement aboutisse à quelque chose, vous devez quand même être conscient de votre état. On est actuellement, en tant qu'espèce humaine, comme une sorte d'individu humain qui serait extrêmement obèse, qui pèserait 200 kilos, qui serait diabétique, qui aurait tous les signes d'athérosclérose, dont on pourrait dire, on est pratiquement sûr que cette personne-là va faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral très rapidement. Et la différence, c'est que cette personne malade, le médecin lui dirait, mettez-vous devant votre propre cas. Si vous voulez survivre un peu plus longtemps, commencez à moins manger, faites un régime, abaissez votre apport calorique, prenez des médicaments, faites baisser votre tension, faites baisser votre cholestérol, faites baisser, lutter contre votre diabète. L'espèce humaine, c'est ce personnage extrêmement malade, atteint de plein de malaise et atteint de plein de maladies de trop manger, à qui on dit en permanence la survie, c'est la croissance. Vous pesez 250 kilos, vous êtes menacé de diabète, d'hypertension, etc. Bouffez, mangez. Continuez la consommation, consommez plus encore, plus, vous serez plus heureux encore quand vous aurez encore plus consommé, alors que c'est la consommation qui mène à la mort, c'est l'opposition des peuples pour la même richesse qui les mène à s'entretuer. On est dans une société de folie qui consiste à dire à un grand obèse, grand malade qui va bientôt mourir de ces maladies de pléthore, eh bien bouffez encore plus, et ça m'énerve, parce que j'aurais tendance à dire exactement le contraire.
Et si on veut que l'humanité survive, c'est cet obèse qu'il faut sauver. C'est ça l'humanité maintenant. L'homme est le seul animal qui s'autodétruit. Animal, l'homme ? Ah oui, l'homme est animal avec ses 3 grandes pulsions et quelques autres d'ailleurs, et puis ses nécessités quotidiennes purement biologiques et qui sont de manger, de boire, etc. L'homme est un animal. L'homme, c'est une espèce animale très étrange parce que il a ses grandes pulsions. Qui sont des pulsions animales, il a ses besoins animaux qui ne distinguent absolument pas d'un autre mammifère. On a exactement les mêmes pulsions, les mêmes besoins fondamentaux que n'importe quel mammifère, l'éléphant, le rat, la baleine, ou que les oiseaux. Mais en même temps, on a cette capacité qui est, elle, très peu animale, qui est l'intelligence. On est capable de réfléchir sur nous-mêmes. On a aussi la conscience de nous-mêmes, la conscience de notre espèce, la conscience du temps qui passe, ce passé, ce présent, ce futur. On construit un discours. On a aussi une capacité qui est rare chez les animaux. L'intelligence et cette capacité-là a été embryonnaire chez les animaux très, très haut placés dans la hiérarchie de l'intelligence, c'est-à-dire les dauphins, les grands singes. Et cette intelligence se double chez nous donc d'une autre capacité étonnante qui est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place des autres. On est capable de savoir que l'autre pense. Donc évidemment, on sait que l'autre sait qu'on sait qu'il pense. Et avec notre intelligence, notre construction d'un discours, eh bien, on se fait toute une représentation de ce que l'autre est en train de penser, de ce qu'il va faire dans notre tête. Et quand on marie ça, et c'est, je pense, l'originalité de mon livre, c'est de marier cette compréhension de l'homme comme une espèce intelligente capable d'empathie, de conscience, avec sa nature animale, eh bien on a un mélange explosif. En effet, l'homme est toujours en train de se dire, mon voisin sait que j'ai des plans pour augmenter mon territoire, pour faire monter ma place dans la hiérarchie, pour avoir plus de sexe. Il sait que j'ai des plans, donc il va m'agresser. Donc il faut que je pense à l'agresser avant qu'il ne m'agresse. Donc on établit toute une stratégie juridique, militaire, intellectuelle, et puis à la fin, si on en arrive comme les animaux à des bagarres, la différence, en effet, c'est là que je dis que l'humanité est la seule qui peut s'autodétruire, c'est que chez les animaux, il n'y a jamais au sein d'une même espèce, ou très rarement en tout cas, de morts violentes. Les blessures, en général, sont infligées, mais celui qui a perdu, bon, il considère qu'il a perdu et puis il s'en va. Oui. Mais ce passage du livre qui me pose question, comme je vous ai en face de moi, j'en profite, hein. Vous écrivez, nous avons pu croire qu'elles étaient l'apanage de l'homme, mais le costume de parade, le parfum qui chavire, la sérénade sous la lune, la danse de la séduction, le cadeau de mariage, la fidélité, l'infidélité, l'échangisme, l'homosexualité féminine ou masculine, la bisexualité, la transsexualité, le fétichisme, le viol, le sadisme et le masochisme, l'urologie et la scatologie, la zoophilie, l'inceste et la pédophilie existent aussi chez les animaux. Un jour, je traiterai de ces délires afin de rire un peu en attendant la mort. Oui, alors c'est vrai, là aussi, quand on réfléchit seulement en moraliste ou en humaniste à l'homme et à la nature, je pense qu'on passe à côté des réalités. Tout ce que j'ai dit, je peux en citer des exemples, je peux les développer. En effet, ce qu'on appelle les perversions, toutes les perversions existent dans le règne animal, sauf que les animaux, eux, ne les vivent pas comme des perversions. Ils les vivent simplement comme